Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Très contente de vous retrouver et très contente de vous retrouver cette semaine en commençant avec un sujet qui me tient personnellement à cœur, celui de l'aliénation parentale. On vous en avait parlé déjà. Et je reviens sur ce dossier parce que depuis la publication d'un article qui a mis en cause, qui a démontré que plusieurs femmes victimes de violences conjugales se sont fait étiqueter par la DPJ comme étant des mères aliénantes et se sont vues retirer la garde de leurs enfants après avoir dénoncé le conjoint violent. À Cube, on a reçu plus d'une 60aine de témoignages semblables de mères qui sont complètement paniquées, découragées par le système et elles se sentent finalement abandonnées par un système qui était supposé les protéger les enfants. Et finalement, ça devient elles les méchantes. Des avocats, des organismes travaillant en violence conjugale sont également très inquiets de la situation, qui risque de décourager les femmes à dénoncer et à partir d'une situation de violence, de la quitter. Je dois dire qu'on a tenté à plusieurs reprises de rejoindre le cabinet du ministre Lionel Carman pour avoir sa réaction. Bruit de criquet. Florence, tu as récolté tous ces témoignages-là. Qu'est-ce qui en ressort? Oui, Yasmine, je tiens à rappeler que dans presque tous les témoignages qu'on a reçus de femmes, c'est à peu près toujours le même schéma. La femme dénonce, appelle à l'aide dans un contexte de violence conjugale, souvent après la séparation, parce qu'elle craint pour elle, pour ses enfants, que des gestes de violence se passent. Et la situation finit par se revirer contre elle. La DPJ l'étiquette de faire de l'aliénation parentale et les enfants vont vivre chez le père violent sans que la mère puisse faire quoi que ce soit, en fait. On recreuse la question avec Maître Valérie Assouline, qui est avocate spécialisée en droit de la famille et de la jeunesse. Maître Assouline, merci d'être encore avec nous sur ce dossier-là. C'est à vous. Comment vous réagissez? En fait, comment vous voyez ça, le fait qu'il y ait autant de femmes qui nous écrivent et qu'il y a vraiment un déluge de témoignages? En fait, il y a une banalisation de la violence conjugale et c'est ce que je dénonce depuis des années. Donc, on banalise. Une intervenante peut dire, bon, ben oui, mais le père est violent avec vous, mais pas avec les enfants. Mais le père a été violent. Et ensuite, il y a la violence post-conjugale, il y a le contrôle coercitif et ça, c'est peu connu et peu pris en compte par les intervenantes. Et Maître Assouline, dans beaucoup de témoignages qu'on a reçus, il y a beaucoup de mères qui disaient vouloir venir témoigner en studio, à visage découvert. Et me disaient, non, moi, je suis prête, je suis tellement tannée, j'ai l'impression que je fais des appels, il n'y a personne qui est là pour m'aider. Évidemment, on a refusé parce que c'est des dossiers confidentiels. Mais est-ce que c'est une bonne décision qu'on a prise de leur dire de ne pas venir ici puis de garder ça secret? Oui, absolument. C'est une bonne décision parce que s'ils se montrent, ben, ils vont avoir des représailles et la loi est claire. On ne peut pas identifier les parents ou l'enfant. C'est surtout l'enfant qu'on veut protéger. Et donc, il y a plusieurs parents qui vont faire même des vidéos sur Internet. C'est une mauvaise idée et ça va leur nuire. Donc, vraiment... à proscrire. Et c'est important de dire les choses telles qu'elles sont. On parle beaucoup des mères jugées aliénantes, mais il y a aussi des pères qui peuvent vivre ce genre d'étiquette-là et se voir retirer la garde de leurs enfants. Oui, il y a des pères que j'ai représentés aussi qui étaient inquiets du milieu de la mère ou, par exemple, on a une mère qui est toxicomane ou qui est alcoolique et au lieu de considérer ces faits-là, on banalise aussi ces faits et on se dit, ah ben le père est aliénant, alors que ça, c'est pas le cas. Donc, c'est cette façon-là de voir, d'étiqueter et cette arrogance aussi du système de mettre une étiquette sur un parent et on avance avec la même étiquette et on travaille ensuite en silo. Légalement, le ministre a quand même changé la loi. Oui. Pourquoi la loi n'est pas appliquée? Il faut le demander. Il faudrait lui demander. Il faudrait aussi demander à Mme Catherine Lemay, qui est la directrice nationale, qui, elle, est censée uniformiser les pratiques à travers le Québec, qui, elle, est censée orienter tout ce qui est clinique, toutes les orientations cliniques. Et elle est où? Parce qu'on essaye de l'appeler, d'avoir son aide, mais
Il n'y en a pas. Elle ne répond pas. Alors, il faut arrêter de mettre sous le tapis des enjeux qui sont dramatique parce que vous comprenez que cette façon de faire brise les enfants. C'est pas pour les mères que je suis ici, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants que on est tous là à dénoncer ces pratiques-là qui peuvent être barbares, qui sont barbares lorsqu'on coupe un enfant de 2, 3 ans, 4 ans de sa mère du jour au lendemain. Du jour au lendemain, il voit pas maman. Ou de son père. Et souvent, c'est le parent protecteur. Et là, non, on le coupe. Beaucoup de témoignages, Florence, que tu as recueillis. Qu'est-ce qui revient? Dis-nous un peu, c'est quoi la nature des reportages, des témoignages que tu reçois? Bien, je vais vous en lire un premier qui va en dire beaucoup. Je débute. Je dois vous dire que je fais partie des chanceuses qui ont encore la garde de mon enfant. Cependant, après avoir su ce que je sais maintenant et ce que je vis dans cet enfer nommé la DPJ, jamais je n'aurais suivi les conseils d'un organisme en violence conjugale et porté plainte contre mon mari et père de mes enfants. Mon mari était même en attente de procès pour 6 chefs d'accusation et j'ai failli perdre la garde. Ce qui a fait renverser les choses et quand j'ai arrêté de me battre dans les rencontres de la DPJ avec l'intervenante, un jour, mon ex-conjoint a pété les plombs devant l'intervenante. Mais malgré tout, en date d'aujourd'hui, je peux affirmer que jamais plus je vais contacter la DPJ ou même la police si une situation similaire se reproduit dans le futur. Et je ne vais pas non plus conseiller à quelqu'un d'autre de porter plainte et demander de l'aide. Donc, ce qui ressort, Yasmine, beaucoup de mères qui ont communiqué avec nous disent qu'avoir su, jamais elles auraient dénoncé. On est rendu là? On est rendu là. Alors, c'est la confiance envers la direction de la protection de la jeunesse, notre filet qui est supposé protéger les enfants, qui est en train de s'étioler, voire disparaître. Tout à fait. Et ce n'est pas... Même les avocats certains avocats vont dire « Oh non, n'appelle surtout pas la DPJ, on va aller à la Cour supérieure, on va faire une demande en sauvegarde, mais appelle pas la DPJ parce que c'est toi et ta chance. » On risque de tomber sur une intervenante qui a de l'expérience, et il y en a des bons intervenants, il faut le souligner, mais on risque aussi de tomber sur une intervenante qui n'a pas d'expérience, qui ne comprend pas, qui banalise la violence conjugale, ou qui a trop de dossiers pour porter une attention particulière à ce dossier, il faut le dire aussi. Et là, on se retrouve avec un problème. Moi, la DPJ, pour moi, c'est un peu comme la police. Si on perd la confiance envers l'institution... C'est difficile d'aller racheter puis reconstruire cette confiance-là. Tu as un deuxième témoignage, Florence. Mon ex-conjoint a enfin eu son procès il y a quelques mois pour harcèlement à mon égard, accompagné de 3 bris de condition. Il a été jugé coupable de tous les chefs d'accusation. Mes enfants ont actuellement une garde restreinte avec moi, la mère. Malgré qu'il a avoué lui-même avoir menacé nos enfants de les battre à coups de ceinture pour ne nommer que ceci, la DPJ persiste à croire que monsieur est un bon père et que la garde doit lui être remise. Mon plus jeune m'appelle chaque semaine en pleurant, en me suppliant d'aller le chercher chez son père. La DPJ m'a dit que je suis instable, que j'ai pas le droit de poser aucune question aux enfants, même lorsqu'il m'appelle en pleurs. Mais mes enfants demeurent chez lui. La Cour ordonne qu'on médicamente le plus jeune pour de l'anxiété sévère, mais on le laisse dans un milieu empreint de violence où il est constamment menacé. 2 de mes enfants ont même des propos suicidaires et je n'ai aucun contrôle sur rien. Qu'est-ce qu'un père doit faire pour perdre la garde de ses enfants? J'ai l'impression que les questions de violence, c'est pas assez. Il faudrait qu'il tue quelqu'un puis qu'il se retrouve en prison, puis là, peut-être qu'on va penser à la mère. Mais en fait, c'est pas perdre la garde des enfants le problème. Le problème, c'est de reconnaître qu'il y a un pattern, de reconnaître qu'il y a un contrôle coercitif. L'objectif ne devrait pas être de perdre la garde d'un enfant. C'est vrai, l'enfant a besoin de ses 2 parents. Le problème, c'est qu'on va cataloguer un parent, le père ou la mère, et là, on le coupe. On le coupe comme on ampute une jambe. On va faire ça avec un parent. Et c'est ça que je dénonce. Il existe de la violence conjugale et il y a des moyens de protéger l'enfant à travers la violence conjugale. Il y a aussi des moyens de soutenir les mères victimes de violences conjugales. Et il n'y a rien de ça qui est fait dans le système, malheureusement, ou si peu. Alors, il ne faut plus que ça soit... exceptionnel qu'on comprenne la violence conjugale. Il faut qu'à chaque dossier, il y ait des intervenants formés, vraiment formés, pas formés en surface. Maître Assouline, quand le DPCP dépose des accusations criminelles pour violence à caractère évidemment physique, mental ou sexuel, et en même temps, il y a certains qui se retrouvent coupables, ils connaissent leur procès, ils sont coupables. Comment ça se fait que la DPJ ne regarde pas le plumitif?
ne prennent pas en ligne de compte? En fait, c'est déjà arrivé que la DPJ ne le dépose pas. Et on se dit, mais voyons, vous êtes là pour défendre l'enfant. Il faudrait avoir... La DPJ doit être neutre. Elle devrait prendre ni le côté du père, ni le côté de la mère. Elle devrait toujours prendre uniquement le côté de l'enfant. Dans les dossiers de conflit de séparation, c'est comme s'il y a un mécanisme qui se passe. Et j'espère que Mme Catherine Lemay écoute là. Il y a comme un mécanisme qui se passe où le système va prendre un côté, un bord ou l'autre, la mère ou le père. Et là, on va défendre et on va essayer de gagner pour le père ou la mère. C'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Là, vous avez parlé de conflit de séparation. Oui. C'est quoi un conflit de séparation? Puis en quoi c'est différent d'une aliénation parentale? Bien, un conflit de séparation, souvent, on peut assimiler, on va prendre... conflit de séparation, et les intervenants ne vont pas nommer aliénation parentale, mais ils vont diriger le dossier comme s'il y avait de l'aliénation parentale. Donc, ce qui a changé depuis la loi, c'est que on a moins d'intervenants qui vont dire « Ah, vous êtes, monsieur, vous êtes aliénant » ou « Madame, vous êtes aliénante ». Mais il y a toujours cette façon-là, on le pense, on a étiqueté la mère, le conflit, c'est de sa faute, et ensuite, on fait rien pour trouver des solutions au conflit. Et c'est l'enfant qui est au milieu, là. Et c'est l'enfant qui est brisé et qui, du jour au lendemain, a perdu tous ses repères. Parce que des fois, là, on a un parent qui a toujours eu la garde d'un enfant, conflit de séparation, la mère doit être aliénante, elle parle trop, elle a peur du milieu du père, et on se retrouve à cet enfant-là perd tous ses repères. Il voit plus ses grands-parents, oui. Du côté maternel, il voit plus sa chambre, il voit plus ses jouets, il voit plus son école. Des fois, il doit changer d'école. Mais qui pense à lui? J'ai lu dans les documents qu'on a reçus, notamment dans certains dossiers bien particuliers, il peut y avoir une différence de la manière avec laquelle on interprète une situation familiale conjugale. Oui. On a, par exemple, le jugement d'un divorce. On va parler d'un milieu de vie conflictuel, présence de violence conjugale, crainte et anxiété des enfants envers leur père, par exemple. Oui. Ça, c'est dans le jugement de divorce. Oui, à la Cour supérieure. À la Cour supérieure. Et là, on passe au jugement de la DPJ, finalement, de placer les enfants. Et on dirait qu'ils ne parlent même pas des mêmes parents. Non. Conflit de séparation. Conflit de séparation, oui. mère aliénante. Oui. On ne parle pas de la violence physique, Oui. psychologique et les procès du père. On va dire la mère dépose ses inquiétudes sur les enfants. C'est quoi ça, déposer des inquiétudes sur les enfants? On a des inquiétudes, ben OK, trouvons des moyens de trouver des solutions. Au lieu d'accuser les mères, par exemple, elle dépose ses inquiétudes sur les enfants. Ça, on va l'entendre souvent au tribunal. Ou la mère, il faut déprogrammer l'enfant. On va l'entendre aussi. Il faut des mesures drastiques. On va l'entendre aussi. Et on l'entend pas seulement pour des enfants de je sais pas, 12, 15 ans, là. On l'entend pour des enfants de 3, 4, 5 ans, 6 ans. Maître Asselineau, vous avez parlé des grands-parents. Parce que là, on a parlé des mères, on a parlé des pères. Oui. Mais il y a des grands-parents aussi qui se font finalement amputer de leurs droits de grands-parents. Oui, dans les témoignages qu'on a reçus, il y a des grands-parents qui sont très présents dans la vie de leurs petits-enfants qui disaient avoir été interrogés par la DPJ. Et ces grands-parents-là disent avoir été témoins de gestes de violence du père. C'est fait dire par les petits-enfants qui avaient déjà eu des gestes à caractère sexuel. Donc, eux mentionnent faire leur devoir en disant la vérité à la DPJ. Et ils se font couper tout contact, eux aussi, pour cause d'aliénation. Je vous lis le 2 courts bouts de témoignages de grands-parents qu'on a reçus à Cube. J'ai témoigné de la détresse de mes petits-enfants et on en a conclu que j'accentuais leurs craintes. Ce que l'on devrait apprendre de ce type d'expérience-là, ne jamais faire état d'aucune crainte d'un enfant vis-à-vis un parent. Restez silencieux. Si votre petit enfant vous confie un malaise, ne témoignez pas. Cachez la réalité pour se protéger vous-même et ne pas être accusé de délation, de dénonciation et finalement d'aliénation. Donc, on voit qu'il y a des grands-parents qui se font étiqueter aussi. Les grands-parents, parfois même sans être rencontrés, vont se faire écarter de la vie des enfants. Et c'est tellement important, les grands-parents. Mon Dieu. Faudrait pas dire ça à mes enfants par rapport à ma mère, les capoteraient. Et on se dit, mais c'est pas possible. Et là, du jour au lendemain, on va couper, par exemple, la mère ou le père et toute sa famille. La tante, les cousins. Tous les repères. Tous les repères. Tous les repères maternels ou paternels, dépendamment qui est la personne qui est aliénante. Alors, si la mère est aliénante, ses parents, à elle, sont aliénants, ses frères et sœurs sont aliénants, ses neveux et nièces sont aliénants. Parce qu'ils doivent penser comme elle. C'est une maladie biologiquement transmissible. Là, Oui. Oui. Et
ce qui est, et pourquoi, en fait, et je suis très contente qu'il y a plusieurs avocats qui commencent à parler et à dénoncer, ce qui est troublant, c'est qu'on se sent impuissant. On a des délais de cours, et on se sent impuissant parce que le temps d'être entendu devant le tribunal, ça peut prendre 18 mois. Et pendant 18 mois, cet enfant va être coupé. Voilà. Le ministre Carman ne s'est pas encore exprimé sur le dossier depuis qu'on l'a sorti ici à Cube, mais il a eu l'occasion de s'exprimer il y a quelques temps déjà à Radio-Canada en 2020, Florence? Oui, je suis tombée là-dessus en fin de semaine parce que du côté du cabinet de Carman, on nous parlait un peu comme si c'était un phénomène nouveau. On n'avait pas trop l'air de savoir à quoi on avait affaire, si je peux dire ça de cette façon-là. Et je suis tombée sur un reportage de Radio-Canada qui date du 26 octobre 2020 qui était nommé « Comment la DPJ peut-elle confier la garde d'enfants à un père violent ?» Puis dans ce reportage-là, on parlait de la même problématique. On donnait la parole à des femmes, évidemment, sous le couvert de l'anonymat, on avait changé la voix, mais elle disait exactement la même chose qu'aujourd'hui, avec le même schéma qu'on a décrit. Et dans ce reportage-là, on disait que dans un cas de violence conjugale, c'est après la séparation que les risques d'homicide sont les plus élevés parce que le conjoint perd son pouvoir. C'est exactement ça, Maître Assouline, que vous décrivez. Je me demandais, est-ce que vous recommandez des fois à vos clients, surtout aux mamans, d'arrêter d'argumenter avec la DPJ, justement parce que c'est là que le père est amené à perdre le contrôle? En effet, plus les mères argumentent, plus les mères vont s'objecter à ce que les enfants aillent chez le père violent, plus la DPJ risque de les traiter d'aliénantes. Alors, il faut que les mères se disent, OK, on a un système, le système pense que je suis aliénante, il ne faut pas démontrer que je suis aliénante. Alors, il faut justement travailler avec la DPJ et accepter. Des fois, je vais dire aux mères, acceptez une garde partagée parce que de toutes les façons, vous allez... il va y avoir une garde partagée. Alors, acceptez une garde partagée, la DPJ est là, et soyez plus vigilante. Mais c'est malheureux. C'est malheureux que ça soit autant banalisé, parce que des fois, c'est pas une garde partagée qu'on aurait besoin. C'est d'une garde une fin de semaine sur 2, de travailler la relation avec... que le père travaille aussi la violence conjugale, parce qu'il y a des formations à faire, il y a des ateliers à faire. Et ça devrait être imposé. Moi, ça me scie les jambes de savoir que rien ne bouge là-dessus, puis qu'il y a des mères. En fait, le réflexe d'une mère, c'est de se battre bec et ongle pour ses enfants. C'est juste naturel, c'est inné. Une mère, ça se bat jusqu'à la dernière goutte de sang pour ses enfants. Et quand on arrive devant la DPJ, une mère ne peut pas être une mère. Elle doit contrôler la manière avec laquelle elle va défendre ses enfants. Oui. Pour ne pas se faire retirer ses enfants. Mais c'est important de savoir qu'il y a des pères aussi qui sont exceptionnels. Absolument. Des pères que je représente, qui se battent contre une machine qui les a étiquetés. Donc, ce n'est pas un cas isolé pour les mères. Ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a plus de mères, mais à la fin, c'est les enfants au milieu. Valérie Assouline, avocate spécialisée en droit de la famille et de la jeunesse, merci beaucoup. Merci. Encore une fois, merci Florence Lamoureux. Merci Yasmine.